Parfois, une affaire n'a pas besoin de plusieurs années de décryptage, d'une enquête intense ou d'une réflexion approfondie. Il suffit du plus petit détail, le plus inattendu, pour que les fissures commencent à apparaître. Une éraflure sur une chaussure, un message envoyé juste quelques minutes trop tard, ou un historique de recherche irréductible, et tout commence à se défaire. Numéro 10. En octobre 2023, un Cubain de 33 ans, dont le nom n'a pas été révélé, avait été signalé disparu. Un membre de la famille a reçu un SMS de l'homme, mais a trouvé son contenu très inhabituel venant de lui. Selon les dires, le message affirmait qu'il avait rencontré une femme, ce qui l'avait poussé à décider de quitter l'Espagne et de se débarrasser de son téléphone portable. Trouvant le message suspect, le membre de la famille a alerté les autorités de Tejueco, lançant ainsi la recherche du visiteur. L'homme cubain rendait visite au village de Tejueco, dans la province de Soria, situé au nord du pays. Les autorités ont commencé à le rechercher sans relâche, mais n'ont rien trouvé d'anormal. Il disposait également de très peu d'informations, mais au moment même où sa disparition avait été signalée, une coïncidence improbable allait se produire, menant finalement à la résolution d'une énigme de meurtre. C'est en octobre 2023 que la voiture de Google qui cartographie les rues a visité Tejueco pour la première fois en 15 ans, et elle allait plus tard capturer des preuves floues d'un terrible crime. Après avoir identifié certains déplacements de l'homme disparu, les enquêteurs ont utilisé Google Street View et découvert une scène très suspecte. Garé sur le côté d'une ruelle presque vide, il y avait un véhicule rouge avec son coffre ouvert. Penché dans le coffre, un homme semblait y déposer un sac blanc et volumineux. Une enquête approfondie a montré qu'une image antérieure prise par Google le même jour était aussi disponible. La version floue semble montrer une personne poussant une brouette avec le même sac blanc et volumineux. Ces deux images allaient jouer un rôle déterminant dans la résolution de la disparition du Cubain de 33 ans. En utilisant Google Street View, les agents ont été conduits jusqu'à la porte de deux personnes, un homme et son ex-petite amie. Les enquêteurs ont appris que les deux connaissaient l'homme disparu. La femme était sa compagne et l'homme était son ex, et le duo a été arrêté pour suspicion d'enlèvement, ce qui s'est transformé en une enquête pour homicide qui a conduit à la découverte de l'homme disparu. Début décembre 2023, son torse a été retrouvé dans une tombe peu profonde, dans un cimetière voisin, confirmant que sa disparition était le résultat d'un homicide. Sans les détails mineurs fournis par Google Maps, l'affaire aurait pu prendre plus de temps à être résolue, ou peut-être n'aurait-elle jamais été élucidée. Les images ont aidé la police à identifier un véhicule suspect utilisé dans le crime. Numéro 9. L'homicide du village de Tejueco n'était pas la seule fois où Google a joué un rôle crucial dans la résolution d'un crime grave. En janvier 2003, Janine Petrick, une mère de 3 enfants âgée de 57 ans, a disparu à Durham, en Caroline du Nord, et Google allait héberger des preuves irréfutables qui ont permis de résoudre l'affaire. Janine était violoncelliste et ses enfants considéraient ses passe-temps comme amusants, excentriques et toujours attachants. Ses proches la voyaient comme une force de la nature, passionnée par des passe-temps originaux comme la danse du ventre et le fait de rejoindre l'orchestre symphonique de Durham. Elle a élevé ses garçons dans le Vermont avec son mari Chaz, mais lorsqu'il est décédé en 1995 d'une maladie cardiaque, elle a ressenti le besoin de changer d'environnement. C'est à Durham qu'elle allait rencontrer Robert Petrick et retomber amoureuse. Robert, mais dans la cinquantaine et divorcé, partageait la passion de Janine pour la musique, les arts et la cuisine, et en 2001, ils se sont mariés pour leur plus grand bonheur. Mais à la fin de 2022, un sombre changement se préparait. Janine se préparait pour un nouvel emploi lorsqu'elle a soudainement cessé de donner des nouvelles à ses amis et à sa famille. En janvier 2003, elle a été officiellement déclarée disparue. Robert a dit qu'elle n'était jamais rentrée de la symphonie, mais en fait, elle n'y était jamais arrivée. Pendant que la recherche de la mère de 3 enfants continuait, les détectives réunissaient des preuves contre le principal suspect. Des mois plus tard, le corps de Janine Petrick serait retrouvé dans Falls Lake, à 16 km de chez elle. 2 pêcheurs étaient tombés sur une grande bâche flottant sur l'eau. Retiré par les médecins légistes et analysé, il a été confirmé qu'il s'agissait des restes de la femme disparue. La disparition a été reconnue comme un homicide. Les détectives ont exploité les informations recueillies sur Robert pour tenter de prouver sa culpabilité d'homicide dans les mois suivants. Ils ont découvert qu'il n'était pas l'homme qu'il paraissait être. Il n'était pas un mari aimant, ni un homme de famille, mais en réalité, un escroc. Les enquêteurs avaient découvert qu'il était un coureur de jupons qui escroquait plusieurs femmes qui ne se doutèrent de rien, dont Janine, en leur soutirant de l'argent.
Ils ont fouillé son passé et trouvé des mensonges, des tromperies et des liaisons menant à une seule conclusion: il menait une double vie. Les enquêteurs ont suspecté que les escroqueries et les liaisons pouvaient être le mobile du meurtre. Peut-être, ont-ils suggéré, Janine avait découvert la vérité et Robert avait voulu la faire taire. Le seul problème, c'est qu'il n'avait pas de preuves concrètes qu'il était celui qui avait ôté la vie à Janine. Google, lui, en avait. Les enquêteurs ont fait appel à un expert informatique qui a trouvé dans l'historique de recherche de Robert le scénario précis de l'homicide de sa femme. Parmi les termes recherchés, il y avait coup, cassé et brisé. Il a aussi mené des recherches poussées sur les niveaux du lac, les rampes de mise à l'eau, les courants et surtout, comment accéder à Falls Lake. Ces recherches datent de 4 jours avant la disparition signalée de Janine. Après 2 heures de délibération avec quelque chose d'aussi simple qu'un historique de recherche à l'esprit, un jury a unanimement déclaré Robert Patrick coupable d'homicide au premier degré et l'a condamné à la prison à vie pour ses crimes. Numéro 8. Sidney Loof est née à Broken Bow dans le Nebraska et a grandi à Arcadia avant de déménager à Neely en 2000. Connue pour ses talents de pêcheuse, elle s'intéressait aussi au golf et au basketball. Adolescente, elle a souffert de scoliose, l'empêchant de faire du sport. En 2011, après avoir obtenu son diplôme du lycée, elle a travaillé dans un magasin Menards local. À cette époque, elle souffrait de problèmes de santé mentale, notamment d'une dépression majeure et d'anxiété, qui semblaient avoir atteint leur paroxysme quelques jours seulement avant sa disparition. Le 15 novembre 2017, alors qu'elle n'avait que 24 ans, malgré ses problèmes de santé mentale, Sidney cherchait à profiter de la vie et prévoyait un rendez-vous Tinder. Elle avait rencontré quelqu'un en ligne et ils devaient se voir à Wilber, Nebraska. La plupart de ses connaissances ignoraient ses projets, révélés seulement dans une publication faite le jour de sa disparition. 3 semaines après la disparition de Sidney, ses restes démembrés ont été retrouvés sur une route de gravier près de Wilber, Nebraska. Lors de l'enquête, les détectives sont revenus à la publication qui avait informé la famille et les amis des plans de Sidney le jour de sa disparition. La publication montrait la victime avec la légende « Prêt pour mon rendez-vous ». Les autorités ont ensuite été dirigées vers le compte Tinder de Sidney, où un profil nommé Audrey contenait des échanges sur une rencontre. La jeune femme avait rendez-vous avec Audrey à Wilber. Des experts en informatique ont découvert le vrai nom derrière le pseudonyme lors de l'enquête. Audrey était Bailey Boswell, qui avait un casier judiciaire comprenant la possession d'accessoires liés à la drogue. Les autorités ont appris que Boswell avait recherché un homme nommé Aubrey Trail sur Backpage. Trail a été maltraité dans son enfance et a grandi dans la pauvreté. Il a enchaîné les familles d'accueil avant d'être incarcéré à l'adolescence pour vol à main armée. Le duo a été désigné comme personne d'intérêt après qu'il a été établi qu'ils avaient tous les deux rencontré Sidney à la date prévue. Ils ont été arrêtés et longuement interrogés, ce qui a finalement conduit à une série chaotique d'aveux de Trail. Au tribunal, les procureurs ont utilisé non seulement les messages textes de Tinder, mais aussi plusieurs autres petits éléments d'information pour conclure que Trail et Boswell étaient responsables de l'homicide prémédité de Sidney Loof. Les preuves incluaient des vidéos de magasins montrant le couple achetant une scie à métaux d'un pied de long, des pinces, des bâches, une lame aiguisée, des sacs poubelles de 30 gallons, quelques gallons d'eau de javel et une scie d'élagage. Tous ces objets étaient directement liés à l'homicide et au démembrement de la jeune femme. Trail et Boswell ont ensuite été reconnus coupables d'homicide au premier degré. Numéro 7. C'était le 25 avril 1935 au Cookie Aquarium Baths, où résidait un requin-tigre provenant de Cookie Beach. Moins d'une semaine après sa capture, le personnel et les autorités allaient découvrir que ce requin cachait un secret. Il est tombé malade de façon inexplicable et est devenu léthargique, mais malgré cela, le spécimen a été exposé devant une foule, révélant bientôt la cause de sa souffrance. Devant les spectateurs rassemblés, le requin a régurgité ce qui semblait être un bras humain. Les autorités ont été contactées et le membre retiré de l'aquarium. Les enquêteurs ont d'abord constaté que le bras n'avait pas été coupé par des dents de requin. Il avait été retiré avec une lame. Sans le reste du corps et sans la technologie ADN, l'identification du corps s'est avérée difficile. Mais le bras avait un tatouage unique que la police a photographié et publié dans le Sydney Truth, espérant qu'il serait reconnu. Il n'a pas fallu longtemps avant que Edwin Smith se manifeste, reconnaissant ce tatouage comme étant celui que son frère James Jimmy Smith avait. Jimmy était un ancien boxeur et le propriétaire d'un salon de billard, et il avait disparu quelques semaines plus tôt, le 7 avril 1935. Edwin a fourni l'ADN nécessaire pour confirmer la correspondance.
Le bras appartenait à Jimmy et la police menait désormais une enquête pour homicide, dont la conclusion ne fut pas difficile à atteindre. C'est le mois suivant que les enquêteurs furent conduits vers un homme d'affaires du milieu, Reginald William Lloyd Holmes, un escroc et contrebandier. Il avait engagé Jimmy pour des arnaques à l'assurance et tous deux ont aussi mêlé l'ex-militaire et faussaire Patrick Francis Brady à leurs activités criminelles. Les enquêteurs découvrirent que c'était cet homme, Brady, qui avait été le dernier à voir Jimmy avant sa disparition inexpliquée. Il fut ensuite arrêté parce qu'il était soupçonné puis traduit en justice. Le 16 mai, pendant le procès, un chauffeur de taxi a témoigné qu'il avait pris Brady à Carnella, où lui et Jimmy avaient bu et joué aux cartes, et l'avait conduit à Bayview Street, où vivait Holmes. Le chauffeur remarqua qu'il était débraillé, effrayé et hésitait à sortir la main de sa poche. L'activité criminelle, le fait d'être le dernier à voir la victime vivante, le témoignage du chauffeur de taxi et la révélation que Jimmy était indicateur de police ont mené à l'inculpation de Brady pour homicide. Numéro 6. Le 9 juin 1987, un habitant de la Nouvelle-Orléans, André Daigle, âgé de 27 ans, a quitté le confort de son domicile pour aller dîner avec un ami au restaurant mexicain Chi-Chi's. Les deux ont ensuite joué quelques parties de billard, ce qui a mené à une soirée à boire et à faire la fête au Mitchell's Lounge. Pendant la soirée, André a flirté avec plusieurs femmes, dont Thelma, qui lui a montré un intérêt particulier. C'est lors de cette soirée divertissante qu'André allait disparaître. Quelques jours plus tard, la sœur d'André, Elise McGinley, qui vit dans le sud de la Californie, a appris la disparition inattendue de son frère. Il ne s'était pas présenté au travail et avait cessé de contacter sa famille et ses amis. Elise a ensuite prévenu les autorités et alors que les enquêtes étaient en cours et progressaient lentement, la sœur inquiète a cherché de l'aide auprès d'une source inattendue. Elle a contacté un enquêteur médium rencontré avec des amis quelques jours auparavant pour s'amuser. L'enquêtrice médium était une femme nommée Rosemary Kerr, qui a accepté d'aider la famille dans la recherche d'André, porté disparu. Elle a demandé à sa sœur d'apporter une carte de la Louisiane, ce qui fut crucial pour comprendre les événements. Lors du rendez-vous, la carte et la photo de l'homme disparu ont été placées côte à côte sur la table. Rosemary ferma les yeux et posa ses doigts sur l'image d'André. Quelques instants plus tard, elle commença à se plaindre d'une douleur lancinante à la tête. Elle la décrivit comme si elle avait été frappée avec un objet contondant, puis elle commença à décrire le camion d'André, y compris une rayure très distincte sur le côté. Rosemary a vu une personne aux longs cheveux blonds exercer un pouvoir sur l'homme. Et cette information a laissé la famille perplexe car, à leur connaissance, André n'avait pas de petit ami. Rosemary a tourné son attention vers la carte et a été prise d'un mal de tête. Pendant ce moment intense, elle a décrit un marécage, un long pont suspendu au-dessus de l'eau, une plage de sable et le chiffre 7. Ses doigts ont suivi la carte jusqu'à une ville appelée Slidell, à environ 50 km de la Nouvelle-Orléans. La voyante a ouvert les yeux et leur a dit que s'ils voulaient retrouver André, ils devraient aller à Slidell. La famille a fait exactement cela, et pendant qu'ils se rendaient dans la région, Élise a vu un camion familier passer devant elle à toute vitesse. Elle a vu que c'était celui d'André, confirmé par la longue rayure sur le côté. Élise a commencé à suivre le véhicule et a remarqué 2 hommes à l'intérieur, mais aucun d'eux n'était son frère disparu. La famille, pensant que les hommes du véhicule savaient quelque chose sur l'affaire, a alerté la police qui a poursuivi et arrêté le camion. À l'intérieur du véhicule volé se trouvaient un Michael Phillips et Charles Gervais qui, lors de l'interrogatoire, allaient avouer avoir tué André Daigle. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi, ils ont répondu qu'ils étaient curieux de savoir s'ils en étaient capables. Le plan incluait la petite amie de Michael, Delma Horn, une femme blonde. Une enquête approfondie a permis de retrouver le corps sur une plage de sable près du marais de Manchac, près de la sortie 7 de l'autoroute. Les 2 hommes ont plaidé coupables d'homicide et ont écopé de la perpétuité sans libération conditionnelle. Numéro 5. Maurice Travis était un maniaque homicide américain qui a été reconnu responsable des meurtres d'au moins 12 femmes, mais peut-être de plus de 18. Il a personnellement revendiqué jusqu'à 17 homicides, ce que certaines autorités jugent douteux, tandis que d'autres estiment qu'il aurait laissé derrière lui plus de 20 victimes. Lorsque Travis a été désigné comme personne d'intérêt dans certaines affaires, il avait déjà un casier judiciaire incluant des condamnations pour vol à main armée et possession de drogue. Il existe au moins un enregistrement vidéo dans lequel on peut voir Travis commettre plusieurs actes indicibles contre bon nombre de ses victimes. La cassette, découverte lors d'une perquisition à son domicile à Ferguson, Missouri, a servi de preuve principale pour le condamner pour homicide.
Mais ce n'est pas la cassette vidéo qui a amené les autorités à soupçonner Travis de ses crimes contre des femmes. Ce qui a conduit les autorités jusqu'à sa porte, c'est une simple erreur de la part de Travis. Pendant sa série de meurtres, le maniaque est devenu avide d'attention et de notoriété, ce qui l'a poussé à envoyer une lettre anonyme à un journaliste du Saint Louis Post-Dispatch. La lettre incluait une carte marquée d'un X signalant où se trouvait le corps de la prochaine victime à West Alton, dans le Missouri. Cet élément précis s'est aussi révélé avoir été conçu de façon assez générique. Les enquêteurs ont découvert que la carte avait été générée sur Expedia, comme l'indiquait le filigrane qui l'accompagnait. Expedia est une plateforme en ligne permettant de planifier des vacances avec vol, hébergement, location de voitures et carte de destination. Grâce à cette découverte, les autorités ont retracé la carte générée par Expedia jusqu'à Maury Travis, ce qui a conduit à son arrestation. Lors de sa garde à vue, la police a perquisitionné son domicile, découvrant une chambre de torture et des instruments de torture, un taser, des coupures de journaux sur ses crimes, ainsi qu'une cassette vidéo. Numéro 4, Ronald Platt était réparateur de téléviseurs et originaire du Canada. En 1990, il a rencontré Albert Johnson Walker, un autre Canadien, consultant financier et escroc. Rencontrés en Angleterre, les deux hommes sont vite devenus associés. 2 ans plus tard, Ronald a voulu retourner dans son pays d'origine. Il comptait acheter un aller simple et le persuader de rentrer au Canada. Walker a aussi exigé qu'il laisse ses effets personnels, comme permis de conduire et certificat de naissance, disant qu'ils étaient nécessaires pour leurs affaires. En 1995, après avoir manqué d'argent, Ronald est retourné en Angleterre et a repris contact avec son ami et partenaire d'affaires. Cependant, en Angleterre, Ronald disparaîtrait sans explication. Peu après son retour, des pêcheurs locaux ont trouvé des restes humains dans leur filet, mais le cadavre, resté dans l'eau, était méconnaissable. Cependant, une montre Rolex était restée étanche et intacte malgré son séjour sous l'eau. Avec le numéro de série gravé sur la Rolex, la police consigna son premier indice. Le numéro de série a permis d'identifier le propriétaire, Ronald Platt. Walker, partenaire commercial de la victime et sans doute la dernière personne à l'avoir vue vivante, a été convoqué pour interrogatoire. Il a expliqué qu'il croyait que Ronald était parti en France. Faute de preuves le liant à un crime, Walker a été relâché. Plus tard, les enquêteurs sont revenus chez l'homme pour l'interroger plus longuement. Walker n'était pas là, mais les détectives ont parlé à un voisin qui a indiqué qu'un homme nommé Ronald Platt vivait à côté, et non Albert Walker. On a aussi découvert que l'habitant de cette adresse possédait un bateau retrouvé près du lieu où le corps de Ronald a été découvert. Les données GPS du bateau le situaient exactement à l'endroit et à l'heure du meurtre, qui a été daté de la fin juillet 1996, une information qui avait également été déterminée grâce à la réserve de marche de la Rolex. En utilisant les informations de la Rolex, une identité volée et le GPS d'un bateau, les autorités ont arrêté Albert Walker et l'ont condamné pour homicide au premier degré, vol, fraude et blanchiment d'argent. Numéro 3. William Bradford était un maniaque meurtrier américain qui a été condamné pour 2 chefs d'accusation, mais on pense qu'il aurait eu plus de 28 victimes. En 2006, le département du shérif du comté de Los Angeles a publié une compilation de photographies prises par Bradford, qui avait été découverte dans son appartement dans les années 1980, alors qu'il était jugé et condamné. Ces images ont joué un rôle clé dans la condamnation du tueur. Les photographies montraient jusqu'à 54 femmes, chacune dans une pose de mannequin. Et c'est grâce à de telles images que les enquêteurs allaient déterminer non seulement le mode opératoire du tueur, mais aussi analyser plusieurs d'entre elles pour prouver que Bradford était lié à leur disparition et homicide. Ces clichés façon séance photo ont montré que Bradford se faisait passer pour photographe et promettait une carrière de mannequinat afin d'attirer ses victimes dans des lieux isolés. Les endroits isolés incluaient des zones désertiques avec des formations rocheuses visibles à l'arrière-plan des images de Bradford. Les détectives, reconnaissant cet arrière-plan et étudiant les formations rocheuses uniques, ont été menés à une zone précise du désert de Mojave. Une analyse médico-légale a ensuite été menée dans la zone, permettant finalement de découvrir un campement où plusieurs homicides avaient été commis. Les restes squelettiques et les preuves ADN ont confirmé qu'il s'agissait d'un lieu de massacre. Comme l'endroit figurait en arrière-plan des photos prises par le faux photographe, les enquêteurs ont pu confirmer sa présence sur les lieux des crimes et ses liens avec les victimes. L'arrière-plan de photographie apparemment anodine a finalement conduit à la condamnation de William Bradford, résolvant ainsi plusieurs affaires d'homicide et de disparition. Numéro 2.
En 2000, de Soham, dans le Cambridgeshire, en Angleterre, est devenu le théâtre d'un homicide inattendu, qui s'est transformé en double homicide. En août, deux meilleures amies se sont réunies pour un barbecue près des Red House Gardens. Elles étaient aussi avec d'autres amies. Après plus d'une heure à jouer à des jeux vidéo et à écouter de la musique, plusieurs sont rentrés chez eux. Vers 18h, les deux meilleures amies ont quitté les lieux sans prévenir personne. Elles comptaient acheter des friandises au distributeur du centre sportif Ross Pierce. On les a vues retourner vers le numéro 4 de Red House Gardens, passant devant College Close. Les deux jeunes filles ne sont jamais revenues à Red House Gardens et ont été portées disparues. Après plusieurs semaines de recherches intenses, mobilisant plus de 400 agents, les corps des jeunes filles disparues ont été retrouvés abandonnés parmi la végétation dans un fossé. La disparition était désormais considérée comme un homicide. Le double homicide, grâce à l'aide d'une source inattendue, serait résolu aussi rapidement qu'il s'était produit. C'est l'ortie et l'analyse botanique médico-légale qui permettraient de traduire l'auteur en justice. La botaniste professeure Patricia Wiltshire a analysé le fossé envahi de végétation où les corps ont été découverts. Elle a vu que l'ortie poussée le long du fossé avait été piétinée mais montrait déjà des signes de reprise. Wiltshire avait observé que l'ortie produisait déjà de nouvelles pousses. La repousse a permis d'estimer depuis quand les corps étaient dans le fossé. Les restes auraient été déposés 2 semaines auparavant, correspondant à la disparition de l'ami. La chronologie menait à la maison située à College Close, où vivait Ian Huntley, responsable de l'entretien du terrain de l'école secondaire. Wiltshire, avec d'autres experts, a pu faire correspondre le pollen d'ortie à celui retrouvé sur les pneus de la voiture de Huntley. Une enquête approfondie a confirmé que les victimes sont mortes près de la maison du suspect lors de leur disparition. En 2003, Huntley a été jugé et condamné pour un double homicide et a été condamné à la réclusion à perpétuité. Numéro 1. En 1991, le corps de Denise Sharon-Kolb a été découvert dans la banlieue de Philadelphie, dans une impasse non aménagée après qu'elle ait disparu pendant 3 semaines. Il était clair qu'elle avait été tuée, mais il fallut encore 28 jours aux enquêteurs pour identifier le coupable. Au moment des faits, Denise entretenait une relation avec un homme nommé Theodore Dill Donahue, qui avait été interrogé par la police à l'époque. Donahue a expliqué que la dernière fois qu'il avait vu Denise, c'était lors d'un incident lié à la drogue où ils avaient consommé des substances récréatives avant d'être cambriolés par un inconnu. Il a dit que Denise était allée chercher de l'aide, mais qu'il ne l'avait plus revue. D'autres entretiens avec Donahue ont eu lieu au fil des ans, sans jamais le désigner comme suspect principal. Ce n'est qu'en 2019 que le mystère de l'homicide a finalement été élucidé et que le coupable a été mis derrière les barreaux. Cette année-là, le professeur Brian Wolf de l'Université Temple a utilisé la nouvelle technologie d'amélioration avancée des photos. Wolf étudiait des photos de la scène du crime et de l'appartement de Donahue, une personne d'intérêt, et remarqua un détail négligé. Près du corps de Denise se trouvaient plusieurs vêtements, dont une seule chaussette jaune. Pendant 28 ans, personne ne s'est demandé où était l'autre chaussette. En améliorant les photos de l'appartement de Donahue, Wolf retrouverait ce vêtement manquant. L'autre chaussette jaune était chez le suspect. Les images améliorées ont permis aux experts médico-légaux d'observer clairement la texture, la couleur et les détails des 2 chaussettes, confirmant qu'elles correspondaient. C'est cette simple découverte qui a conduit à l'arrestation et à la condamnation de Theodore Donahue. Alors âgé de 52 ans, merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.